Jean-Luc Morer, bonjour. Bonjour Adrien. Vous êtes professeur honoraire en études du développement à l'IHEID et vous venez de publier dans la collection des e-livres de l'Institut un ouvrage volumineux qui s'intitule Indonésie, l'envol mouvementé du Garuda, avec pour sous-titre Développement, dictature et démocratie. Vous y faites l'analyse détaillée du développement de ce pays immense, relativement méconnu en Occident, qui, rappelons-le, est quand même le 4e pays du monde de par sa population. Au sein de cet ouvrage, vous revenez notamment sur la manière dont le processus de développement s'est déroulé à la fois sous la dictature et sous la démocratie, les deux régimes que l'Indonésie a connus successivement depuis son indépendance. Et dans cette analyse pluridisciplinaire, chère aux études du développement, vous revenez, entre autres questions, sur le rôle du religieux. La vocation des entretiens de la chaire Yves Ultramar étant justement de s'intéresser à la relation complexe qui peut se nouer entre le religieux d'une part et le politique. C'est pour ça que nous vous avons invité aujourd'hui pour parler plus précisément du cas indonésien. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Quand on commence à réfléchir à la place de l'islam dans le monde, on pense en premier lieu au Moyen-Orient, au Sahel, voire à l'Afrique, mais pas forcément à l'Indonésie. Pour bien comprendre les choses, est-ce que vous pourriez nous dire comment l'islam est arrivé en Indonésie et comment il s'y est implanté? Oui. Alors peut-être d'abord, je vais quand même rappeler qu'effectivement, l'Indonésie est le plus grand pays musulman du monde, ce qui effectivement ne tombe pas sous le sens, comme vous venez de le dire. Si on prend les chiffres, l'Indonésie vient de faire son dernier recensement il y a quelques mois. Elle a un peu plus de 270 millions d'habitants et on estime environ à 87% le nombre d'Indonésiens qui sont musulmans, ce qui fait donc une population totale d'environ 230 millions de musulmans en Indonésie, ce qui représente 13% de la population totale des musulmans du monde, qui est évaluée à environ 1,8 milliard. Et donc elle est le premier pays musulman du monde, devant paradoxalement l'Inde, qui arrive en deuxième position avec environ 10% de sa population. Et ça aussi c'est assez paradoxal, bien évidemment, compte tenu de ce que l'on sait du gouvernement indien actuel, devant l'Inde et le Pakistan. Alors, l'islam est arrivé dans l'archipel indonésien aux environs du XIIe, XIIIe siècle. Marco Polo, qui passe dans le nord de Sumatra, où il est bloqué par la mousson, et qui passe quelques mois en 1292, atteste déjà du fait que le nord de Sumatra, le sultanat de Aceh, est déjà musulman. En tout cas, les aristocraties locales ont déjà embrassé la foi du prophète. Les populations, ça prendra un peu plus de temps. Alors, il a touché ensuite, l'islam est arrivé dans l'archipel indonésien, une nouvelle fois à travers l'Inde, à travers les marchands, les commerçants du Gujarat, qui étaient déjà islamisés et qui fréquentaient ces îles de l'Indonésie orientale qui produisaient les épices depuis des temps assez anciens. Donc, c'est eux qui ont amené l'islam en Indonésie. Donc, une nouvelle fois, le lien avec l'Inde est très important. Et ensuite, il s'est répandu progressivement, petit à petit, dans l'archipel, qui est très grand, vous le savez, 5000 km d'est en ouest. Donc il a touché d'abord les régions côtières, et puis ensuite il s'est répandu à l'intérieur des îles. Donc il y a un islam qui est très différent, selon qu'il date du XIIIe siècle, comme c'est le cas à Aceh, ou selon qu'il date seulement du XVIIIe ou du XIXe siècle, comme dans certaines régions beaucoup plus reculées de l'archipel. Pour prendre le cas de Java, qui est l'île centrale de l'archipel indonésien, qui n'est pas la plus grande mais qui est la plus peuplée, puisque compte plus de 60% de la population indonésienne est concentrée sur cette île de Java. Java a été touché par l'islam très tôt, au XIVe, XVe siècle, progressivement, mais de manière différentielle, ce qui fait que l'intérieur des grandes îles de l'île de Java est resté pendant très longtemps, a pratiqué pendant très longtemps un islam superficiel, un islam syncrétique, un islam qui empruntait aussi aux religions pré-islamiques, qui étaient d'ailleurs des religions hindouistes et bouddhistes, donc qui elles aussi venaient de l'Inde. Donc un islam qui était ce que l'on a appelé dans la littérature l'islam des abangan javanais, c'est-à-dire qui mélangeaient des cultes. Ils ne pratiquaient pas un islam très rigoureux et ils le mélangeaient avec des rites anciens liés à leur religion précédente et aussi d'ailleurs à certains rites animistes. Donc on a des grandes différences de ce point de vue-là. Le nord de Sumatra, très farouchement islamique en fait. D'ailleurs aujourd'hui, c'est une des seules régions du pays qui a adopté la charia, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir. Et puis le reste de l'archipel où l'islam se diffusait comme ça, de manière plus douce en quelque sorte.
Et certaines régions n'ont jamais été islamisées. Finalement, l'islam est arrivé à conquérir tout Java, mais n'a jamais conquéri l'île voisine de Bali, qui est restée, qui est évidemment très connue, puisque c'est un lieu touristique très, très fréquenté, qui est resté hindouiste. Donc voilà, c'est un islam de différentes teneurs, en quelque sorte. Et la diversité de l'islam indonésien, en gros, dépend de la profondeur de l'indianisation préalable. Plus la région a été indianisée auparavant, comme Java, moins l'islam a été adopté de but en blanc tel qu'il est pratiqué au Moyen-Orient. Donc c'est un petit peu cela qu'il faut voir dans le processus historique d'arrivée de l'islam en Indonésie. Beaucoup d'Indonésiens, jusqu'à encore 20 ou 30 ans, majorité de Javanais, déclaraient qu'ils étaient musulmans statistiques, c'est-à-dire qu'ils se déclaraient musulmans, mais qu'ils ne pratiquaient pas véritablement la religion de manière très rigoureuse. Pour donner juste une anecdote et finir là-dessus pour cette première question, parce que ça fixe bien le problème. J'avais un de mes très bons amis paysans, un vieux paysan javanais qui est mort maintenant, et qui était musulman, qui était un paysan moyen, pas riche, pas pauvre, mais enfin moyen, qui me disait, et qui était justement typique, le typique Abangan javanais, donc qui me disait, bon, si un jour j'ai les moyens, j'aimerais quand même bien faire le pèlerinage à la Mecque et donc aller à la Mecque. Mais comme c'est loin et que ça coûte cher, je m'arrêterai en Thaïlande et puis à Sri Lanka pour faire le pèlerinage bouddhiste, et puis j'irai aussi à Rome et à Jérusalem pour faire le pèlerinage chrétien. Comme ça, finalement, il vaut mieux avoir plusieurs dieux qu'un seul, dans cette vision-là des choses. Tel était l'islam indonésien syncrétique jusqu'à assez récemment, en fait. Dans votre ouvrage, vous mentionnez notamment que l'Indonésie a été l'un des pays qui a vécu la plus longue colonisation du monde, et ce sous la férule des Hollandais, qui ont pris pied sur l'archipel dès le tout début du XVIIe siècle. À cet égard, pourriez-vous nous en raconter un peu plus sur le rôle qu'a joué l'islam dans le mouvement de lutte contre le colon hollandais, ainsi que dans l'émergence du mouvement nationaliste qui a suivi? Oui, tout à fait. En fait, dès le début, l'islam a été un point de ralliement contre le colonisateur. À l'époque où les Hollandais se sont implantés à Java, 1602, fondation de la ville de Batavia, qui est devenue Jakarta depuis lors, le sultanat qui dominait l'espace politique indonésien, essentiellement javanais, mais rayonnait aussi un peu au-delà de Java, était le sultanat de Mataram, qui était sous la férule à l'époque d'un sultan qui s'appelle Sultan Agung, et qui a lancé 2 fois des expéditions militaires pour essayer de déloger les Hollandais du fort de Batavia qu'ils avaient établi, sans succès d'ailleurs. Donc, donc cela sous la bannière de l'islam déjà. C'était vraiment mobiliser la population contre l'infidèle qui était venu s'installer et qui n'était pas bienvenu. Alors ensuite, il y a eu des hauts et des bas dans ce processus, mais je dirais que le deuxième moment important où l'islam a joué un rôle dans la lutte contre la colonisation, c'est le début du XIXe siècle, après la fin de la Compagnie des Indes orientales, puisque c'est la Compagnie des Indes orientales qui était d'ailleurs très, très semblable à la Compagnie des Indes britanniques, qui régissait en fait l'empire, les possessions coloniales hollandaises, qui a fait faillite à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, après l'épopée napoléonienne. Je passe sur ces détails-là parce que l'épopée napoléonienne a aussi eu des incidences à Java, paradoxalement. C'est l'État batave, l'État hollandais, les Pays-Bas, qui ont repris la coupe. Et à ce moment-là, il y a un mouvement de résistance à nouveau très fort, venant de l'aristocratie javanaise, et notamment, il y a eu, entre 1825 et 1830, l'épisode des guerres de Java, mené par le prince Diponegoro, qui se réclamait alors véritablement de la guerre sainte, en quelque sorte, contre l'occupant hollandais. Bon, ensuite, les choses sont un peu retombées jusqu'à la fin du XIXe siècle où on a vu le début de l'émergence du mouvement nationaliste et surtout le début du XXe siècle, après la Première Guerre mondiale. Donc, Première Guerre mondiale, Révolution russe, défaite japonaise défaite russe devant les Japonais à Tsushima, tous ces éléments qui ont favorisé l'émergence du mouvement nationaliste en Indonésie. Et l'islam y a joué un rôle important. En 1912 déjà, une première organisation est fondée qui s'appelle le Sarekat Islam et qui est une association de commerçants javanais, musulmans,
qui s'organisent entre eux pour lutter contre la mainmise de la minorité chinoise. Il y a en Indonésie une minorité chinoise qui s'était établie de longue date et qui, bien qu'ils étaient arrivés comme coulis, était devenue très puissante et contrôlait le commerce et la finance. Donc ces marchands musulmans s'organisent pour lutter contre la mainmise du capital chinois sur l'économie indonésienne. Donc il n'y a pas d'opposition d'ailleurs en l'occurrence très nette entre l'islam et le capitalisme. Une nouvelle fois, l'islam est arrivé par les marchands du Gujarat et puis l'islam se mobilise contre la minorité chinoise qui tient l'économie et contre les Hollandais à laquelle elle est alliée pour des intérêts économiques également. Donc ça c'est 1912. Et d'ailleurs, pour bien montrer qu'il n'y a pas vraiment d'opposition, c'est assez paradoxal de voir que quelques années plus tard, il y aura une scission au sein de ce mouvement du Sarekat Islam en 1921 qui donnera naissance au Parti communiste indonésien. Donc une partie des gens qui avaient fondé le Sarekat Islam seront les fondateurs du Parti communiste indonésien qui deviendra le troisième plus grand parti communiste du monde après celui de la Chine et de l'URSS. Donc il y a d'abord cela, et puis c'est à cette époque-là aussi que les deux grands courants de l'islam indonésien s'organisent. Un courant qui est moderniste et qui prend un peu son inspiration dans le mouvement réformiste qui agite l'islam à partir de l'Égypte à cette époque, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, Mohamed Abdou en Égypte, et donc qui est plutôt basé d'ailleurs à l'extérieur de Java, notamment dans une des régions, disons, très islamiques de l'Indonésie, qui est l'ouest de Sumatra Ouest, le pays Minangkabau. Et donc, il crée une organisation qui s'appelle la Muhammadiyah, qui est créée elle aussi en 1912 et qui existe encore aujourd'hui et qui est, je pourrais dire, la deuxième plus grande ONG du monde. 22 millions de membres. Donc, effectivement, ça a du poids. Très puissante, très engagée dans le social, l'éducation, la santé, etc. Et puis, un peu plus tard, en 1926, il y aura une deuxième grande organisation qui va se créer, qui s'appelle le Nahdlatul Ulama, et qui, lui, représente la tendance plus, entre guillemets, traditionnaliste de l'islam, et qui est plutôt centrée sur Java. Et un islam, justement, qui est encore un islam mélangé des éléments pré-islamique, un peu syncrétique, etc., plus ouvert, plus tolérant. Donc, paradoxalement, l'islam moderniste est plus rigoureux que l'islam traditionnaliste à Java. Et ce Nahdlatul Ulama, c'est la plus grande ONG du monde aujourd'hui, il a plus de 30 millions de membres, et il est toujours très, très actif sur la scène indonésienne. Donc dans les années 20, 30, la répression va s'organiser contre le mouvement nationaliste indonésien, qui est mené essentiellement par les nationalistes indonésiens, qui se réclament pas de l'islam, qui se réclament du nationalisme séculariste en quelque sorte, notamment le Parti nationaliste indonésien, créé lui aussi en 1926 par Sukarno. Mais enfin, l'islam joue un rôle important, en tout cas au début du mouvement nationaliste et ensuite dans la lutte contre le colonisateur, puisque les Japonais envahissent l'Indonésie comme une bonne partie du reste de l'Asie du Sud-Est en 1942, et pendant 3 ans, l'Indonésie va être sous la coupe du Japon, et en 1945, l'Indonésie va prononcer son indépendance, proclamer son indépendance, le 17 août 1945. Les Hollandais ne l'entendent pas de cette oreille, ils veulent reconquérir leur empire colonial, qui compte beaucoup pour eux. Eux, ils ont été effectivement aussi totalement détruits pendant la Deuxième Guerre mondiale, et donc c'est un pays monocolonial, les Pays-Bas. Ils ont une grande colonie, c'est l'Indonésie, c'est pas comme les Britanniques qui en ont une kyrielle autour du monde, n'est-ce pas? Donc ils veulent reconquérir leur empire colonial, et donc une guerre qui va avoir lieu pendant 4 ans, de 1945 à 1949, dans laquelle l'islam va jouer un rôle important de mobilisation dans la guérilla contre le retour du colonisateur. Mais, je dirais, l'islam occupe le deuxième siège. C'est les nationalistes, plutôt sécularistes, qui sont tous des musulmans, pour la plupart. Il y a aussi des chrétiens, mais la plupart sont musulmans, mais qui ne se réclament pas de l'islam dans leur lutte contre le colonisateur. Voilà. Dès son indépendance en 1945, l'Indonésie a adopté une idéologie étatiste et une constitution qui, vous nous le dites, aurait institué le principe de tolérance religieuse d'une part, et de l'autre n'aurait pas fait de l'islam la religion d'État. Et par la suite, sous la présidence du principal artisan de l'indépendance nationale que vous mentionniez auparavant, à savoir Sukarno, l'Indonésie aurait essayé de développer une troisième voie, qui, vous nous le dites, est inspirée du non-alignement et qui surtout en fait était très proche du bloc socialiste, d'où une certaine hostilité que les États-Unis ont pu témoigner à l'égard du régime de Sukarno. Cette troisième voie s'est non seulement soldée par un grave échec économique et social au niveau indonésien,
mais surtout elle aurait contribué à polariser le kaléidoscope politique indonésien, d'où une certaine flambée de violence, d'où l'éclatement de ces contradictions dans les années 1956, 1965, 1966. Et est-ce que vous pourriez nous dire alors comment l'islam a traversé ces périodes mouvementées de l'histoire indonésienne et quelle a été sa position dans les événements? D'accord. Alors, en repartant de l'indépendance indonésienne, il y avait une tension sous-jacente au sein du mouvement nationaliste entre Sukarno, les nationalistes sécularistes, qui se méfiaient beaucoup de l'islam et qui ne voulaient pas que l'islam soit un élément structurant et que l'Indonésie devienne un pays islamique. Sukarno, d'ailleurs, qui était un esprit syncrétique absolument fécond, avait inventé un concept extraordinaire en 1926 qui s'appelait Nasakom. Nas, nationalisme, A, en indonésien, le mot religion se dit agama, donc c'était le A de agama, et comme pour communisme, en se disant, voilà, il faut faire la synthèse de ces trois éléments, le nationalisme, le religieux et le communisme. C'est évidemment assez périlleux comme exercice, hein, comme le reste de l'histoire va le montrer malheureusement. Et donc, en 1945, il y a une lutte assez... Bon, pendant tout le mouvement de rébellion, de résistance contre le colonisateur hollandais, pendant la guérilla, il y avait ces tensions, n'est-ce pas, qui s'exprimaient. Et puis en 1945, il a fallu décider. Et là, il y a vraiment eu un mouvement, une opposition très forte entre Sukarno, les nationalistes, qui ne voulaient pas que l'islam figure comme étant l'élément structurant de la République indonésienne, et puis bien sûr quand même une tendance d'un islam militant, d'un islam à tendance islamiste, qui souhaitait que l'Indonésie devienne une république islamique et que la charia soit appliquée, évidemment, comme élément déterminant en tout cas pour les musulmans. 87% de la population, enfin à l'époque, à peu près 90% de la population, les autres étant une petite minorité chrétienne, catholique, protestant, quelques bouddhistes, quelques hindouistes, mais enfin une grande majorité de la population. Et ce Sukarno, donc il y a eu un grand débat, ça s'est appelé d'ailleurs le débat autour de la charte de Jakarta, et finalement Sukarno l'a emporté, et la constitution de 1945 ne mentionne pas l'islam comme étant l'élément structurant de la République indonésienne. Il mentionne le fait que, l'article 29 de la Constitution mentionne le fait que la religion est importante et que la croyance en un Dieu unique est importante. Mais on ne mentionne pas lequel. En fait, on reconnaît toutes les grandes religions monothéistes, l'islam bien sûr, mais aussi le christianisme, et en fait, au-delà des religions monothéistes, toutes les grandes religions de l'archipel, puisque le bouddhisme, l'hindouisme et même le confucianisme se voient attribuer un statut, en quelque sorte. Ça n'a pas évidemment, beaucoup déplu à ceux qui étaient d'une tendance plus islamiste, qui souhaitaient que l'Indonésie devienne une république islamiste. Et donc il y a un mouvement de rébellion qui a commencé à se lancer dès les années 50, le Darul Islam, à Java Ouest déjà. Et puis donc dès le début de l'indépendance, dès la fin de la guerre contre les Hollandais, puisqu'elle a duré de 1945 à 1949, à ce moment-là, le mouvement de rébellion commence à se déployer en Indonésie, dans différentes régions. Je passe les détails, même dans des régions chrétiennes, comme les Moluques, qui elles veulent leur indépendance parce qu'elles ont peur justement que l'Indonésie devienne un État islamique et leur impose la charia. Mais à Java Ouest, ce sont les islamistes qui mènent un mouvement de rébellion aussi à Sumatra Ouest, au sud de Sulawesi. Et pendant toutes les années 50, ce mouvement de rébellion qui souhaite instaurer en fait un État islamique va jouer un rôle. En 1955, c'est assez intéressant l'année 1955 parce que de 1950 à 1956, l'Indonésie fait une tentative de démocratie parlementaire représentative de type entre guillemets occidental. Il y a des élections législatives qui ont lieu en 1955 dans lesquelles chacun peut compter ses forces. Et là, les partis islamiques, les grands partis, il y en a un certain nombre, il y en a deux principalement, qui sont le Nadatul Ulama, dont j'ai parlé précédemment, qui représente la tendance plutôt traditionnaliste de l'islam, et l'autre qui s'appelle le Masjumi, qui représente la tendance moderniste de l'islam. Et à eux deux, ils obtiennent presque, peu plus même, avec un autre troisième petit parti, 40% des voix. Donc l'islam politique, bien que presque 90% de la population indonésienne soit musulmane, l'islam politique réunit 40% des suffrages, en quelque sorte, à cette époque-là. Et ce sera son étiage le plus haut. Il n'a jamais obtenu plus que cela depuis lors. Donc voilà les résultats pour parler un petit peu de l'islam politique. Mais disons qu'à partir de 1956, il y a un grave échec économique, il y a une grande instabilité politique, il y a un mouvement de rébellion qui continue à se développer à Sumatra Ouest, dans le sud de Sulawesi. Et donc Sukarno impose ce qu'il a appelé la démocratie dirigée,
qui est un régime présidentiel autoritaire déjà, hein, qui est un petit peu, qui est un peu un prélude à ce qui va se passer à partir de 1965. Et donc, il essaye pendant ces 5 ou 6 années, à tout prix, d'imposer sa vision syncrétique des choses. Il se rapproche de plus en plus du Parti communiste. Son concept de Nasacom, il essaye de l'imposer à tout prix. Mais les tensions politiques et idéologiques sont trop fortes à l'intérieur de cette construction tout à fait, comment dire, un peu surréaliste par certains côtés. Et donc le Parti communiste indonésien, qui devient de plus en plus fort, lance un mouvement de saisie unilatérale des terres pour imposer la réforme agraire dans les campagnes de Java, et il se heurte aux propriétaires terriens qui pour la plupart sont de bons musulmans. Et donc la tension monte en fait entre les nationalistes sécularistes alliés aux communistes et puis l'islam, hein, à Java notamment. Et en septembre 1965, il y a un coup d'État dont on n'a pas encore aujourd'hui tous les tenants et les aboutissants, qui fait que des officiers proches du Parti communiste font prisonniers la plupart des gradés supérieurs de l'armée indonésienne et les exécutent. Donc il y a un contre-coup le lendemain, le 30 septembre, ça se passe le 30 septembre, le lendemain, l'un de ceux qui a échappé à ce massacre, le général Suharto, prend le pouvoir et impose une dictature militaire. Et entre septembre 65, octobre 65 et mars 66, il va y avoir véritablement une campagne de terreur qui va se développer dans les campagnes, de liquider entre guillemets les communistes. On en a oublié depuis parce que malheureusement l'humanité a fait pire plus tard, au Cambodge avec les Khmers rouges, au Rwanda avec le génocide des Tutsis, mais on estime quand même que plus d'un demi-million, certains parlent même d'1 million de personnes ont été tuées en quelques mois simplement, et par des moyens tout à fait artisanaux, hein, c'était des machettes, un peu comme au Rwanda plus tard. C'est pas... Donc l'armée a encadré des milices islamistes pour liquider les communistes. Et puis liquider par la même occasion tous ceux qui gênaient un peu, bon, notamment la minorité chinoise a fait aussi les frais à l'époque de cela, bien qu'elle n'était pas du tout communiste, elle avait juste le tort d'être chinois, et évidemment la Chine populaire était très proche du Parti communiste indonésien. Donc voilà ce qui se passe en fait pendant toute cette période Sukarno, et qui voit donc à la fin de la période Sukarno un islam militants prêtaient la main forte à l'armée pour liquider le Parti communiste indonésien. De 1966 à 1998, l'Indonésie a été présidée par un régime dictatorial du général Suharto, baptisé Ordre Nouveau. Et vous nous expliquez dans votre ouvrage que ce régime aurait eu en fait un certain succès pour développer économiquement et socialement le pays. Après s'être appuyé sur l'islam pour établir son régime, Suharto s'est employé pendant la majeure partie de son règne à la tête du pays à contrôler, à marginaliser l'islam. Et vers la fin de son régime, en fait, il aurait opéré une volte-face dans la mesure où il aurait instrumentalisé la religion islamique pour maintenir son pouvoir. Et au final, cela aurait donné naissance à une nouvelle vague de réislamisation du pays. Pouvez-vous nous dire ce qui explique cette évolution? Et parallèlement, comment est-ce que l'islam indonésien s'est-il adapté? Comment est-ce qu'il a évolué face à cette évolution? D'accord. Alors c'est une longue période, bien sûr, de l'histoire indonésienne, hein, un tiers de siècle que ce régime autoritaire, dictatorial, par certains côtés, a imposé sa loi de 1966 à 1998. Alors, comme vous le mentionniez, Suharto s'est appuyé sur l'islam au départ, puisque c'est avec l'appui de l'islam que le Parti communiste indonésien a été massacré. Mais il n'a pas eu plus pressé, après que ce travail funeste ait été accompli, de juguler l'islam, de se retourner contre l'islam et de le contrôler politiquement. Alors la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a interdit le parti moderniste musulman qui s'appelait le Masjumi, en l'accusant, d'ailleurs c'est vrai, ce parti avait été associé à certaines rébellions régionales en 1956-57 contre Sukarno, et donc en l'accusant de sécessionnisme. Et sur cette base-là, il a interdit le parti, l'un des 2 grands partis musulmans du pays, il a été interdit. L'autre parti, le Nahdlatul Ulama, a pu continuer à avoir ses activités. Et puis, en 1971, ont eu lieu les premières élections sous l'ordre nouveau, en quelque sorte, qui étaient des élections sous contrôle militaire très très fort.
Et donc, comme l'un des deux partis avait été interdit, il s'était recréé sous un autre nom, il s'appelait le Parmoussi, mais il a obtenu un score tout à fait faible en quelque sorte, 5 et quelques % des voix. Le parti traditionnaliste, le Nahdlatul Ulama, lui a obtenu son score habituel d'environ 18-20% des voix, ce qui fait que là, l'islam politique, je le mentionnais tout à l'heure, qui avait atteint jusqu'à 40% aux élections de 55, est retombé à 25% des voix. Lors de ces élections, qui ont été les seules élections à peu près libres que l'ordre nouveau a tenu. Parce qu'ensuite, Suharto a serré encore plus la vis et il a décidé de simplifier la vie politique du pays en regroupant tous les partis politiques en 3 coalitions. La coalition gouvernementale qui s'appelait Golkar, qui était soutenue par le gouvernement et à laquelle tous les fonctionnaires étaient obligés d'appartenir et qui avait des moyens évidemment énormes et qui, tous les 5 ans, lors des élections législatives rituelles qui se sont tenues tous les 5 ans, a gagné ces élections avec entre 2/3 et 3/4 des voix. Donc il ne restait que la portion congrue pour les 2 autres grandes coalitions. Et l'une de ces coalitions était le PDI, le Parti démocratique indonésien, dans lequel Suharto avait regroupé le vieux parti nationaliste de Sukarno et les partis non islamiques. Le parti catholique, le parti protestant, des petites formations, tout ce monde-là dans une formation qui s'appelait le PDI, très hétéroclite bien évidemment. Et puis l'autre grande formation, c'était le Parti uni pour le développement, le PPP, dans lequel toutes les formations islamiques étaient regroupées, en dépit de leurs divergences assez fortes souvent, d'un point de vue doctrinal ou d'un point de vue de la position par rapport au rôle de l'islam, etc. Alors tous les 5 ans, les élections ont eu lieu et ce PPP a obtenu à chaque fois pendant les 2/3 du pouvoir de Suharto, entre 66 et 98, il a considéré que l'islam était la force d'opposition majeure. Donc il s'est beaucoup acharné, en quelque sorte, contre l'islam, pour le contrôler, pour le museler, en quelque sorte. Et donc, il l'a laissé s'exprimer lors de ces élections, mais ces élections étaient des élections totalement contrôlées. Comme je l'ai dit, le parti gouvernemental gagnait les 2/3, 3/4 des voix, et il élisait comme un seul homme, le Parlement élisait comme un seul homme Suharto pour un nouveau mandat présidentiel de 5 ans, auquel il était le seul candidat d'ailleurs. Donc c'est comme ça que la démocratie à l'indonésienne, entre guillemets, sous l'ordre nouveau, a fonctionné pendant plus de 30 ans. Et puis, alors, vers la fin de son régime, c'est un régime qui a été marqué, comme vous le mentionniez, indéniablement, l'Indonésie s'est développée sur le plan économique et social pendant ces 30 ans. L'économie indonésienne a été dirigée par un certain nombre de gens très compétents, formés d'ailleurs dans les universités américaines. On les a appelés d'ailleurs la mafia de Berkeley, parce que plusieurs d'entre eux avaient fait leur thèse de doctorat à Berkeley, et qui ont adopté des politiques tout à fait solides, intelligentes, qui ont permis au pays de se développer, de sortir de sa très grande pauvreté. Pour ne prendre qu'un seul indicateur, au début de l'ordre nouveau, le revenu, le PIB par habitant en Indonésie est moins de $100 par habitant. À la fin, il est de plus de $1000. Donc il y a eu une multiplication par 10 du niveau de vie moyen des gens. L'espérance de vie a gagné une 15aine d'années en l'espace de 30 ans. Donc tous ces indicateurs, ce n'est pas le sujet de notre débat aujourd'hui, mais il y a vraiment eu un développement économique et social assez successful dans une certaine mesure. Mais il y a aussi eu le développement de toute une pratique. L'Indonésie a toujours été un pays qui a été marqué par des pratiques de corruption. Donc elle ne date pas de l'indépendance. La Compagnie des Indes orientales néerlandaises est tombée à la fin du XVIIIe siècle dans la corruption généralisée. Donc la colonisation elle-même était minée par ces pratiques de corruption où on se servait allègrement, les fonctionnaires se remplissaient les poches. Et donc la corruption s'est beaucoup développée sous Suharto, très centralisée sur l'équipe au pouvoir, sa famille notamment, ce qui fait qu'il y a de plus en plus une opposition qui a commencé à émerger, y compris dans les rangs de l'armée, y compris au sein des officiers supérieurs qui trouvaient que ça allait trop loin tout ça. Et Suharto, quand il a vu que la base politique qui le soutenait, qui était l'armée, les partis musulmans, etc., commençait à s'éroder, il s'est retourné il a, comme vous le mentionnez, commencé à instrumentaliser la religion musulmane à son profit, à son avantage. Suharto était un abangan javanais typique, c'est-à-dire que c'était un musulman qui ne pratiquait pas sa religion, qui était très versé dans les pratiques de méditation, de méditation en quelque sorte, donc toutes les pratiques pré-islamiques, même animistes en quelque sorte, et donc il était connu pour ne pas être entre guillemets, un bon musulman. Et là, il a commencé à le devenir. À partir du début des années 90, il a fait son pèlerinage, je ne sais plus en quelle année, 92 ou 93, et puis il a donné à son ministre de la Technologie, qui s'appelait Habibie, B.J. Habibie, un mandat pour laisser la bride sur le cou à l'islam.
Habibie a formé une association qui s'appelle l'ICMI, l'association des intellectuels indonésiens, qui a joué un rôle majeur dans le renouveau de l'islam en Indonésie. Le renouveau de l'islam avec cette idée que l'islam indonésien devait être réislamisé en quelque sorte, que l'on devait ramener cette grande majorité des Indonésiens qui pratiquaient un islam de manière assez floue et lâche aux véritables règles de l'islam. C'est ce que l'on appelait le mouvement Dakwah, le mouvement de réislamisation des musulmans indonésiens. Et qui a eu un assez grand succès il a progressé très fortement pendant toutes les années 90, jusqu'à la fin du régime Suharto. Les organisations islamistes ont commencé à s'organiser. Hein. Certaines d'entre elles, notamment la Jemaah Islamiyah, fondée par Abdullah Sankar, ou alors le FPI, le Front de défenseurs de l'islam, fondé par Rizik Shihab, qui d'ailleurs, paradoxalement, sont tous des Indonésiens d'origine arabe. Parce qu'il y a une petite minorité arabe en Indonésie, qui est d'ailleurs originaire du Yémen, du Hadramaut, hein, de la côte yéménite de la péninsule arabique. Et ces gens-là ont commencé à développer, on leur a laissé la possibilité de développer ces organisations. Pas directement, parce qu'ils ont été, notamment, le premier nommé, Abou Bakr Bashir, a dû partir en exil, il est parti en Malaisie, il est parti en Arabie Saoudite, mais l'organisation qu'il a fondée a commencé à prendre racine en quelque sorte, et plusieurs autres, qui ensuite vont jouer un rôle important. Donc voilà, on arrive à la fin du régime de l'ordre nouveau, qui se termine d'ailleurs sur la crise financière asiatique. Hein, au moment où l'économie indonésienne s'effondre à cause de la crise financière asiatique, le régime militaire, le régime de l'ordre nouveau, perd sa légitimité en quelque sorte. Sa légitimité, c'était d'assurer le développement. Le développement n'est plus au rendez-vous. Suharto démissionne en 1998 et l'Indonésie entre dans l'ère de la reformasi, de la réforme démocratique dont on va parler, je suppose, pour finir cet entretien. Pour rebondir sur ce que vous venez de mentionner sur la démocratisation de l'Indonésie, qui aurait justement alors commencé en l'an 1998, vous nous dites que paradoxalement, cette dernière s'est aussi accompagnée d'une intensification de la réislamisation du pays, d'un côté, de la montée de l'intolérance religieuse de l'autre, et qu'en même temps, on aurait assisté à l'émergence d'un radicalisme islamiste, qui s'est accompagné de terribles dérives terroristes de la part de ces groupuscules minoritaires dont j'espère nous pourrons parler. Comment expliquer cette évolution paradoxale et comment définir au final l'islam indonésien d'aujourd'hui ? Bien, alors évidemment c'est une période assez troublée. 1998, il y a un chaos total qui s'instaure dans le pays. Vous savez, après 32 ans d'un régime dictatorial, très souvent les régimes dictatoriaux finissent dans le chaos, parce qu'après avoir régné par la force pendant si longtemps, on ouvre les vannes, toutes les vannes s'ouvrent. Pour ne prendre que cet exemple, il n'y avait que 3 coalitions politiques qui ont été autorisées à se présenter lors des élections. D'un seul coup, il y a plus de 100 partis politiques qui sont créés, droit d'association, liberté d'expression, liberté de la presse, syndicale, etc., etc. Le président qui est à l'origine de tout ça, en fait, c'est ce fameux Habibie qui a été un des ministres clés de Suharto. Il était son ministre de la technologie, mais qui a été le fondateur de cette ICMI, de cette association des intellectuels musulmans. Il est lui-même un très bon musulman, il est originaire de Sulawesi, et il était vice-président au moment de la démission de Suharto. Donc constitutionnellement, c'est lui qui prend la présidence. Hein. Et il se retrouve là, et qu'est-ce qu'il peut faire? La seule chose qu'il peut faire, c'est d'ouvrir les vannes, parce que le pays est en ébullition totale. Et il le fait, je dois dire, avec pas mal de courage. Il adopte des lois de décentralisation très poussées. Rapidement, il enclenche un processus par lequel l'armée doit retourner dans ses baraques et ne plus se mêler de politique. On réduit son rôle au Parlement. Il a le courage d'organiser un référendum pour l'indépendance de Timor oriental, puisque l'Indonésie avait annexé la province de Timor oriental au moment de la décolonisation portugaise, dans les années 70, 74 en l'occurrence. Donc il ouvre tout ça. Mais en même temps, tout éclate dans le pays. Hein. Dans plusieurs régions, il y a des mouvements de rébellion sécessionnistes qui se mettent en place. Il y a des conflits à base communautaire et à base religieuse, dans lesquels la religion est souvent instrumentalisée, mais dans lesquels ça joue un rôle important. Par exemple, aux Moluques. Ou peut-être, commençons d'abord par Kalimantan. À Kalimantan, par exemple, les populations autochtones, Dayak, pour l'essentiel chrétiennes ou animistes,
reprennent le sentier de la guerre pour chasser les migrants madourais qui viennent d'une île proche de Java et qui sont, eux, de très bons musulmans. Et il y a des violences absolument terribles qui se passent à ce moment-là. Aux Moluques, les Moluques sont les îles orientales d'Indonésie, les îles à épices à l'origine, Clou de girofle et la noix de muscade, qui a fait un peu le malheur de cette Indonésie au départ du mouvement colonial. Elles sont chrétiennes, elles sont chrétiennes. Le sud des Moluques est chrétien, le nord des Moluques est musulman. Et il y a une guerre religieuse qui se déclenche entre ces deux communautés. Et donc, je pourrais vous citer d'autres exemples. Il y a évidemment toujours le problème de la province de Aceh, le nord de Sumatra, qui est une province irrédentiste qui était déjà en guerre pour faire sécession de la République indonésienne. Donc vraiment, le pays est au bord de l'implosion. C'est des débuts très très difficiles. Et dans tout cela, les organisations islamistes qui se sont créées déjà à la fin du régime Suharto, j'en ai mentionné un certain nombre tout à l'heure, jouent un rôle clé. Par exemple, le Front des défenseurs de l'islam forme des soldats de djihad pour aller combattre les chrétiens aux Moluques ou pour aller combattre les Dayaks à Kalimantan. Donc il y a vraiment une grande effervescence dans tout l'archipel et beaucoup d'exactions commises entre les communautés. Cela arrive, on débouche assez rapidement sur des dérives terroristes que vous avez mentionnées. Certaines de ces organisations, dont la plus importante d'entre elles, qui s'appelle la Jemaah Islamiyah, qui a été fondée par Abu Bakr Bashir, qui a été en exil pendant plusieurs années, qui est revenu dès la chute de Suharto et qui a développé ses écoles coraniques. D'ailleurs, parenthèse ici, on pourra peut-être y revenir, mais avec le soutien financier venant des pays, des monarchies du Golfe, de l'Arabie Saoudite bien sûr, mais aussi des autres monarchies du Golfe, qui ont financé à tour de bras ces écoles coraniques, la construction de mosquées dans tout le pays. Bref, l'islam a le vent en poupe, il se développe, il s'affirme, etc. Donc, dérive terroriste, notamment de cette Jemaah Islamiyah, qui a partie liée avec Al-Qaïda, et donc il y aura un premier grand attentat qui aura lieu le 12 octobre 2002 à Bali. De bombes éclatent dans un pub fréquenté très largement par des touristes étrangers, essentiellement australiens, qui fera plus de 200 morts. Et ensuite, il va y avoir toute une litanie d'attentats qui vont avoir lieu dans les années 2003, 2005, jusqu'en 2009, et jusqu'en fort tout à fait récemment, puisque pas plus tard qu'il y a un mois, il y a encore une bombe qui a éclaté à la cathédrale de Makassar et qui a fait quelques victimes. Donc, il y a ce terrorisme qui se développe. Avec l'islam, avec la démocratie, l'islam retrouve sa force, il retrouve presque sa force politique habituelle. L'islam politique redevient un acteur majeur du jeu politique. Il mobilise, comme je l'ai dit, il ne mobilisera jamais autant qu'il l'a fait en 1955, avec plus de 40% des suffrages. Mais il mobilise à chaque élection. En 1999, il y a des premières élections, il dépasse 30%, tous les partis politiques islamiques ou d'obédience islamique réunissent plus de 30%. Ensuite, il tombe un peu en 2009 à 25%, il remonte à 30% en 2014. Ça varie entre 25, 30, 32% au meilleur des cas. Mais ce qui est important de nouveau mentionner, c'est que ça semble être l'étillage maximum pour l'islam politique indonésien, un tiers des voix. Pas plus. Les Indonésiens, bien une nouvelle fois qu'ils soient majoritairement musulmans, votent plutôt pour des partis séculaires. Le parti nationaliste indonésien, le Golkar qui a survécu à la chute du régime Suharto, etc. Et d'autres partis qui se créent à l'époque. L'islam politique indonésien aujourd'hui est divisé grosso modo en 4 grandes formations. Le PKB, le PAN, le PPP, le PKS, qui ont des visions idéologiques sensiblement différentes. Il y a le PAN qui représente la version moderniste de l'islam, le PKB qui est lié au NU, qui représente la vision traditionnaliste, et 2 autres qui se sont créés. Le PPP, lui, il a survécu à cette formation, cette coalition que Suharto avait créée pendant les années de l'ordre nouveau. Donc, ils se partagent les voix des musulmans, et ils ont au maximum 10% des voix, souvent ils tombent à 5%, donc ça varie beaucoup, mais ensemble, ils ne dépassent pas 30 à 32% des voix. Alors pendant toute cette période, on a effectivement une intensification de cette réislamisation du pays et la montée d'une certaine intolérance religieuse à l'égard des autres religions, notamment sous le président Susilo Bambang Yudhoyono, qui va être élu en 2004 et va faire 2 mandats quinquennaux jusqu'en 2014. Et lors de son 2e mandat, on a véritablement l'émergence de cette vraiment forte de cette intolérance religieuse, d'abord à l'égard des dissidents de l'islam, notamment les chiites. Il y a une petite minorité chiite en Indonésie, l'islam indonésien est essentiellement sunnite, mais il y a une petite minorité chiite
qui alors est très très mal traité par la majorité sunnite, notamment dans certaines régions, à Java-Est. Et puis il y a aussi une petite communauté qui est liée à la secte Ahmadiyya, qui est très très puissante au Pakistan notamment, qui alors elle est vraiment très très mal traitée, manifestations, même des morts, des blessés, les lieux de culte sont incendiés, etc., etc. Donc il y a cette intolérance religieuse à l'égard des chrétiens aussi. Parce que quelque part, le mouvement Dakwah de réislamisation de l'Indonésie, de réislamisation des musulmans indonésiens qui ne pratiquaient pas leur religion de manière suffisamment rigoureuse, il est lié à une grande paranoïa de l'islam indonésien, qui a peur des mouvements missionnaires chrétiens. Hein. Les chrétiens représentent environ 10% de la population indonésienne, surtout protestants, environ 7%, catholiques 3%, mais ils sont très présents, ils sont présents dans le social, ils sont présents dans la santé, etc. Et donc il y a cette espèce de grande paranoïa de l'islam indonésien de penser qu'il y a une œuvre en cours de christianisation de l'archipel, d'où la nécessité de regagner les musulmans indonésiens à la vraie foi. Hein. Et ce mouvement va avoir vraiment beaucoup de succès, donc on a pendant toute cette époque un retour, en quelque sorte, à une pratique plus rigoureuse de l'islam. Je vous donne cet exemple. Bon, moi, j'ai fait mes études, mon travail de terrain en Indonésie dans les années 72-74, à Java. Et à l'époque, bon, j'étais lié à l'université locale, Gadjah Mada. Il était rare de voir des jeunes femmes voilées sur le campus. Hein. La plupart ne l'étaient pas. Aujourd'hui, c'est le contraire. Il est rare de voir des jeunes femmes qui ne soient pas voilées sur le campus et partout ailleurs dans la ville. Hein. Donc il y a eu un retour en force d'une pratique plus rigoureuse, d'une certaine bigoterie aussi, de respecter les règles, de prier 5 fois par jour, d'être vraiment très très ferme sur ces principes-là, le pèlerinage, etc., etc. Et même une espèce de mode islamique qui s'est développée dans tous les grands dans tous les department stores indonésiens. Il y a maintenant un étage de mode islamique. Alors c'est pas le voile. Il y a une toute petite minorité salafiste qui s'habille un petit peu à la moyenne du Moyen-Orient en noir, etc., le visage voilé. Mais la majorité des femmes indonésiennes n'ont pas le visage voilé. Elles ont juste un voile. Elles se voilent les cheveux, et elles portent des vêtements amples comme ça, souvent très colorés d'ailleurs, hein, c'est pas du tout triste comme manière. Mais c'est vraiment un signe d'un retour à une pratique de la religion beaucoup plus rigoureuse en quelque sorte. Hein. Alors, est-ce que la paranoïa de l'islam indonésien est fondée ou pas? C'est assez paradoxal. Le recensement de 2000 avait donné une population, un peu plus de 88% des Indonésiens adhéraient à l'islam. Et le recensement de 2010, elles avaient chuté d'1 point, 87%. Donc ça alimente en quelque sorte cette paranoïa qui est là. C'est quand même 87-88%, une très très grande majorité. Et effectivement, la minorité chrétienne a sensiblement augmenté d'1%. Il y a une concomitance entre les deux chiffres. Mais en fait, ce ne sont pas des musulmans qui se convertissent au christianisme. Ce sont des Chinois, la minorité chinoise, qui est largement confucianiste à la base et qui rejoint les rangs des églises chrétiennes. Notamment parce qu'il y a aussi en Indonésie, dans ces églises chrétiennes, un mouvement évangélique qui est assez fort et qui fait du prosélytisme et qui gagne auprès de cette minorité chinoise, sino-indonésienne. Voilà, donc il y a cette mobilisation de l'islam radical qui s'est manifestée de manière très claire après la chute, pas après la chute, après les doubles mandats de Susilo Bambang Yudhoyono. J'ai parlé, il a été président pendant 10 ans. Et en 2014, il y a eu des élections législatives et présidentielles. Et à ces élections se sont présentés 2 candidats très différents. L'un, Joko Widodo, dit Jokowi, qui est l'actuel président de l'Indonésie, qui représente une tendance nationaliste séculariste. C'est un bon musulman, mais enfin, il n'est pas lié au parti musulman ou islamique. Il est lié au parti nationaliste indonésien, héritier de Sukarno, etc. Et c'est vraiment un bon javanais de Java central, pratiquant cet islam tolérant, ouvert, etc. Et face à lui, il a eu affaire à Prabowo Subianto, qui lui est un héritier du régime Suharto. Il était le gendre de Suharto, il avait épousé une de ses filles, général 3 étoiles dans l'armée indonésienne, avec un palmarès en matière de violation des droits de l'homme et de crimes contre l'humanité assez édifiant, notamment à Timor, notamment à Aceh. Donc il a été d'ailleurs pendant très longtemps interdit de séjour aux États-Unis. Il était sur une liste noire de personnes qui ne pouvaient pas aller aux États-Unis.
dit. Et lui, qui n'a jamais été un très grand et ni bon musulman, hein, pas du tout, mais pour des raisons politiques, il s'est rapproché des partis islamiques pour essayer de gagner les élections présidentielles de 2014, qu'il a perdu d'un poil, mais avec le fort soutien de la plupart des partis islamiques du pays, et même de certains groupuscules ou petites organisations islamistes du parti. Et en 2019, de nouveau des élections législatives et présidentielles, et de nouveau les deux mêmes candidats, et Prabowo a perdu une deuxième fois, et c'est donc Djokovic qui a été élu pour un deuxième mandat avec une marge un peu plus longue, un peu plus grande. Mais en 2017, il s'est passé un épisode qui montre bien combien l'islam indonésien est puissant. Quand Djokovic a été élu président, il était le gouverneur de Jakarta. Donc il a laissé le poste de gouverneur de Jakarta au vice-gouverneur qui s'appelait, par son petit nom, Ahok, qui est toujours d'ailleurs un Indonésien d'origine chinoise, chrétien. Et donc, il devient le gouverneur de Jakarta. Et ça a évidemment beaucoup déplu aux partis islamiques et aux mouvements islamistes les plus radicaux, qui se sont mobilisés contre lui au moment des élections, en l'occurrence pour le poste de gouverneur, et qui ont mobilisé vraiment une partie. On dit que presque 1 million de personnes étaient dans ces manifestations anti-AOC pour s'opposer au fait qu'un Chinois chrétien puisse devenir le gouverneur de la plus grande ville du pays, d'une mégalopole, d'une ville de 10 millions et d'une mégalopole de 30 millions d'habitants. Et effectivement, il a été condamné pour avoir blasphémé le Coran, alors qu'il avait justement cité une sourate du Coran qui faisait référence à la tolérance religieuse envers les autres religions. Ça a été retourné contre lui par les réseaux sociaux, extrêmement actifs en Indonésie, notamment dans ces milieux islamistes. Et donc il a été condamné finalement et il a fini en prison. Donc ça montre la force, n'est-ce pas, de cet islam. Mais malgré tout, je dirais, cet islam reste sur le plan politique à cet étiage maximum de 30-32% des voix et n'arrive pas à dépasser ce plafond de verre en quelque sorte, hein, pour l'instant en tout cas. La dernière chose que j'aimerais mentionner peut-être, c'est que bien sûr face à l'islamisme radical et à des dérives terroristes que le pays a vécu, l'État indonésien s'est organisé, déjà sous SBY, le précédent président, mais beaucoup sous Jokowi, avec des commandos antiterroristes très efficaces qui ont... comment je dirais, ne font pas de quartier. Hein, c'est-à-dire que quand on identifie les groupuscules terroristes, on ne passe pas trop de temps à essayer de les arrêter pour pouvoir les passer en jugement, mais ils sont souvent exécutés de manière sommaire. Les responsables de l'attentat de Bali en 2002 ont été arrêtés, ont eux été jugés, ont été condamnés à mort et d'ailleurs ont été exécutés depuis lors. Donc il y a véritablement une lutte très très forte et assez bien organisée de l'État indonésien contre les dérives islamistes radicales les plus violentes, celles qui veulent avoir recours à la violence pour imposer leur vision, et notamment imposer la charia, parce qu'on en revient toujours à cette idée-là. Cela dit, l'islam a gagné du terrain, en ce sens que les lois de décentralisation qui ont été mises en place ont permis une beaucoup plus grande autonomie régionale et locale même, ce qui fait que certains districts ou certains sous-districts adoptent partiellement la charia parce qu'ils en ont la possibilité sur le plan légal. L'État central ne peut pas s'y opposer. Donc il y a véritablement eu un retour de l'islam en Indonésie. J'aurais pas cru, moi, ayant connu l'islam indonésien dans les années 70, ouvert et tolérant, qu'il y aurait ce retour-là. Mais il est possible que l'on ait sous-estimé la capacité de l'islam à se remobiliser de manière périodique, en fait, hein, à certaines périodes de l'histoire, pour se renforcer, en quelque sorte. Et il en ressort toujours un peu plus vainqueur. Dans une certaine mesure, l'islam indonésien se rapproche progressivement de l'islam, disons, le plus classique tel qu'il est pratiqué au Moyen-Orient, petit à petit. Hein. Ce n'est pas encore tout à fait le cas. La grande formation traditionnaliste du Nahdlatul Ulama et certaines autres se rallient au concept de ce qu'on appelle Islam Nusantara. Nusantara, c'est l'archipel indonésien. Donc un islam qui serait ouvert, tolérant, etc., continue à tenir ce langage. Mais de manière sous-jacente, il y a des forces marginales, mais assez bien organisées, qui œuvrent dans le sens contraire. Sachant qu'en 2019, le président Djokovic, comme vous le mentionniez auparavant, a gagné les élections, et ce en fait en cooptant une grande partie des partis islamiques de la frange plutôt modérée, et ce en fait pour former une grande coalition qui maintenant lui permet d'assurer la stabilité de son pouvoir.
Comment verriez-vous l'évolution de l'Indonésie dans un futur proche? Si maintenant vous aviez une boule de cristal, quels seraient vos pronostics par rapport à l'évolution de l'islam politique en Indonésie? Bon, c'est toujours difficile de faire des prédictions. On se trompe souvent quand on fait des prédictions, même si on a une boule de cristal efficace. Mais disons, je crois que ce qu'il faut mentionner, c'est que l'islam, la culture politique indonésienne est très fortement marquée par une préférence forte pour l'unanimité, pour rechercher le consensus en quelque sorte. Donc, les partis se disputent pour des élections législatives, mais dès que les élections ont eu lieu, ils se précipitent tous pour entrer dans des grandes coalitions gouvernementales, en échangeant évidemment le soutien contre des postes ministériels et un accès évidemment aux ressources, etc., que cela permet d'avoir, notamment pour financer la vie des partis. La vie politique est très très coûteuse en Indonésie. Financer les campagnes, etc., ça coûte très cher et ça entretient d'ailleurs largement cette corruption que j'évoquais précédemment. Donc là, en l'occurrence, Jokowi a fait très fort. Je crois qu'il a la coalition la plus large qu'aucun gouvernement indonésien n'ait eue depuis le début de la démocratie. Je crois qu'il doit avoir environ 80% des sièges au Parlement qui maintenant soutiennent sa coalition. Alors, il y a juste deux partis qui sont à l'extérieur de cette coalition. L'un d'entre eux est un parti islamique, le PKS, qui joue un peu le rôle de l'opposition. Une opposition au sens où on l'entend dans les pays occidentaux, une opposition qui s'oppose en quelque sorte, et pas une opposition qui soutient le gouvernement. Et puis l'autre parti, c'est le parti de l'ancien président SBY, mais qui pour des raisons politiques, de rivalité avec Jokowi, est resté dans l'opposition. L'Indonésie a aussi une tendance assez forte à développer des rapports politiques de type dynastique. Bon, elle n'est pas la seule dans ce domaine, c'est un fléau qui afflige l'Asie dans son ensemble, depuis l'Inde, le Bangladesh, le Pakistan, Sri Lanka, jusqu'à la Corée. Les familles se reproduisent à l'identique et les enfants succèdent à leurs parents au pouvoir très souvent. C'est aussi le cas en Indonésie. Alors, les partis, donc le parti de l'ancien président est dirigé par son fils qui a des visions sur les prochaines élections présidentielles en 2024, où il a d'ailleurs assez peu de chance, je pense. Alors, le rôle des partis islamiques là-dedans, les partis islamiques modérés font partie de la coalition et je pense qu'ils continueront à faire partie de toute coalition. Pour les prochaines élections présidentielles de 2024, il semblerait qu'il y ait un axe radical qui essaye de se structurer autour de l'actuel gouverneur de Jakarta, celui qui a remplacé le candidat gouverneur qui était accusé d'avoir blasphémé l'islam et qui était d'origine sino-indonésienne et chrétienne. Celui qui a été élu à sa place, Anies Baswedan, est proche des milieux islamistes les plus radicaux. Et on parle de l'idée qu'il puisse y avoir une candidature à la présidentielle qui vienne de ces milieux-là. Mais c'est peu probable qu'ils obtiennent le soutien d'une majorité de la population indonésienne. Je crois vraiment cet étiage maximum que les partis islamiques ont eu traditionnellement, 40% au meilleur cas, mais plutôt aux alentours de 1/3 de l'électorat. Je vois difficilement comment ça pourrait, sauf accident majeur d'une catastrophe économique totale qui déchaînerait des violences, etc. Même l'actuel Covid, l'Indonésie évidemment frappée par le Covid comme tous les pays du monde, et c'est le pays d'Asie du Sud-Est qui s'en tire le moins bien. On est en train d'arriver à environ 45 000 morts ces jours-ci. Donc évidemment ça a des incidences économiques graves, mais ça n'amène pas une radicalisation plus grande. Ces groupuscules islamistes violents, qui ont recours à la violence pour arriver, sont très 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 faibles en quelque sorte et peu... ils restent marginaux et une nouvelle fois les forces de la police indonésienne sont très bien organisées pour les identifier et identifier avant les attentats la plupart de ceux qui pourraient avoir lieu. Bon, de temps en temps, il y a un qui passe à travers les gouttes, on a vu récemment à Makassar, mais je vois pas l'islam indonésien arriver au pouvoir. En revanche, je crois que la tendance est véritablement, et ça, comme je l'ai déjà mentionné, je ne l'aurais pas cru moi-même à l'époque où j'ai vécu longtemps à Java, d'un islam indonésien plus rigoureux que l'islam indonésien des années 70 et 80, plus proche du modèle d'un islam, disons, traditionnel tel qu'il est pratiqué dans les pays du Moyen-Orient. Et je crois que ça, c'est peut-être quelque chose que nous avons perdu de vue, peut-être dans la longue durée, c'est qu'il y a en fait une islamisation croissante des musulmans indonésiens, une islamisation de plus en plus poussée des musulmans indonésiens pour se rapprocher
des pratiques qui sont celles du Moyen-Orient, en quelque sorte. Alors j'espère malgré tout que l'islam indonésien restera un islam Nusantara, comme on le dit, l'islam de l'archipel indonésien, qui avait aussi beaucoup de charme, et qui gardera surtout cette grande tolérance à l'égard des autres religions. C'est le cas de la plupart des partis islamiques modérés qui sont des adeptes de cet islam Nusantara, même si les pratiques se rapprochent petit à petit un peu plus de l'islam moyen-oriental. Voilà. Merci beaucoup Jean-Luc Maurer pour cet exposé. Écoutez, il n'y a pas de quoi, c'est un grand plaisir. Bon, je ne suis pas un spécialiste de l'islam, ce n'est pas le thème de mes recherches, mais disons que j'ai évidemment, à travers toute cette étude sur le développement économique, social et politique de l'Indonésie, on devait nécessairement faire une place importante au rôle de l'islam sur le plan politique. J'espère que ce que je vous ai dit a permis de clarifier un peu l'islam de ce plus grand pays musulman du monde qui est si méconnu finalement.